en moyenne après leur naissance. Beaucoup d'eau a coulé sur le pont depuis le 11 janvier 2015. Notre reporter est allé à leur rencontre. Les détails, c'est dans cette édition. Enfin, nous irons dans le 140 où les travaux de construction de la cité historique du Niger évoluent. Les 9 cases de la cité sont déjà rénovées. Voilà pour les titres. Encore une fois, bonsoir à toutes et tous. Bienvenue dans ce journal. Tout d'abord, ce décret portant interdiction d'importation de véhicules usagés de plus de 8 ans et les véhicules avec direction à droite en République de Guinée. Le président de la République décrète article 1er. Dans le but de renouveler progressivement le parc automobile, de sécuriser la population et de protéger l'environnement contre les émanations de gaz à effet de serre, l'importation des véhicules usagés de plus de 8 ans et les véhicules avec direction à droite est interdite sur l'ensemble du territoire de la République de Guinée. Article 2. Un arrêté conjoint des ministres en charge des transports et du budget fixera les modalités d'application du présent décret. Article 3, le ministre des Transports, le ministre du Budget, le ministre du Commerce et le ministre de la Sécurité et de la Protection civile sont chargés chacun en ce qui le concerne de l'application stricte du présent décret. Article 4. Le présent décret qui prend effet à compter de sa date de signature sera enregistré ou publié au journal officiel de la République de Guinée. Conakry, le 15 janvier 2016, le professeur Alpha Condé. À la une de ce journal, cette feuille d'audience du chef de l'État, professeur Alpha Condé, a reçu successivement ce vendredi les membres du Conseil des ministres de l'OMVS, l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique à Guinée, des investisseurs coréens et guinéens pour la reprise de l'usine de Sanoya. Le film de ces audiences est avec Ibrahima Keita du bureau de presse de la présidence. Les membres du Conseil des ministres des pays membres de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal, chez le président de la République, professeur Alpha Condé, président en exercice de cette organisation sous-régionale. Ils sont là pour rendre compte de l'évolution des recommandations de la dernière conférence des chefs d'État et de gouvernement tenue à Conakry. La présente audience a été une occasion pour ces ministres venus des pays membres de l'OMVS et le chef de l'État d'évoquer les grandes questions liées surtout au plan intégré des ressources en eau et surtout les travaux d'exécution des barrages hydroélectriques de Koukoutamba, de Balassa et de Bouréa. En tant que président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'OMVS, professeur Alpha Condé a insisté sur l'accélération des différents projets au bénéfice des populations des pays membres de cette organisation sous-régionale. Nous avons eu l'occasion de présenter à son Excellence l'état d'avancement des projets de l'organisation et nous avons également pu recueillir ses orientations quant à la conduite et à l'accélération de ces projets. Je voudrais ici, au nom du Conseil des ministres, remercier très sincèrement son Excellence, Monsieur le Président de la République, pour le suivi qu'il apporte et pour l'intérêt qu'il apporte à l'avancement de nos projets. Vous savez, l'OMVS est une organisation qui fait aujourd'hui la fierté de nos pays, de nos peuples, qui est citée en exemple comme organisme de bassin. Et avec les hautes instructions de son Excellence, Monsieur le Président de la République, président en exercice de la conférence des chefs d'État, nous n'avons pas de doute que les populations de l'OMVS continueront à bénéficier des bienfaits de cette organisation qui non seulement agit au niveau des aménagements hydroélectriques, mais joue également un rôle très important pour la sécurité alimentaire de nos pays et ouvrira très prochainement de nouveaux chantiers relatifs à la navigabilité du fleuve Sénégal. Juste après, le président de la République, professeur Alpha Condé, a reçu en audience l'ambassadeur des États-Unis d'Amérique en Guinée. Une rencontre de plus d'1 heure au cours de laquelle les deux hommes ont mis l'accent sur la relance de l'économie guinéenne après le passage du virus Ebola. L'ambassadeur américain a surtout rassuré le président de la République, professeur Alpha Condé, de la volonté de son pays d'apporter son appui à la Guinée après le coup dur que l'économie guinéenne a enregistré avec le virus Ebola. De son côté, le chef de l'État a dit toute sa satisfaction au pays de l'oncle Sam pour son appui constant
à la Guinée. J'ai eu l'occasion de parler avec son Excellence le Président de l'État, avec l'ouverture du nouvel gouvernement, de voir les priorités de son Excellence et en quelle mesure les États-Unis peuvent travailler avec la Guinée pour le recommencement de l'économie, les actions de post-Ebola pour assurer qu'il n'y a pas des nouvelles crises sanitaires dans le pays et de voir toutes les priorités de ce gouvernement. Alors c'est un engagement assez important entre les États-Unis et la Guinée. Et quand je suis arrivé après toutes les crises, bon, moi comme ambassadeur, je voudrais travailler avec le gouvernement dans le sens de reprise des mouvements économiques dans le pays. Dans la mise en œuvre de sa politique de changement, le chef de l'État fait de la reprise des unités industrielles du pays une priorité, ce qui explique d'ailleurs la présence de ces investisseurs coréens et guinéens ce vendredi à Sékou-Touréa. En le recevant en audience, le président de la République, professeur Alpha Condé, n'a pas caché sa joie de voir l'ancienne usine de Sanoya reprendre du service sous l'appellation du complexe industriel de Sanoya. Avec ses hommes d'affaires coréens et guinéens, le chef de l'État dira que la Guinée reste un pays ouvert à tous les investisseurs désireux d'apporter leur pierre à l'édification d'une Guinée émergente. Puis du partenariat entre privés guinéens et coréens, le groupe OLDP entend diversifier ses activités en touchant plusieurs domaines d'intérêt national. Vous êtes visite pour investir, premier c'est l'hôpital. Construction de l'hôpital, deuxième, assemblage de lampadaires, usine de générateurs, troisième, c'est usine de pharmacie, même comme médecine, même chose, même de l'innovation de 52 maisons, même d'autres choses de complexion aussi commencement. Pour le directeur général de OLDP, plusieurs domaines sont ciblés grâce à ce partenariat. Nous allons nous mettre en rapport avec la PIP, pour pouvoir examiner ensemble la peau de la première pierre, parce qu'en réalité, les fonds qu'il nous faut pour démarrer les travaux sont déjà mobilisés. Premièrement, il s'agit de la réhabilitation de 52 logements qui permettront, dans un premier temps, de loger les travailleurs et le reste, n'est-ce pas, servir peut-être de logements sociaux. En deuxième position, vous savez que le gouvernement a pris des dispositions pour l'éclairage, n'est-ce pas, des centres urbains et des sous-préfectures avec beaucoup de lampadaires. Nous mettons en place un centre d'assemblage de lampadaires qui, non seulement nous allons fabriquer des lampadaires ici et des batteries, mais aussi nous allons mettre en place une unité qui suivra l'entretien, n'est-ce pas, de ces batteries à l'intérieur du pays, ce qui me paraît essentiel et qui correspond aujourd'hui au souci du gouvernement. En troisième position, à la suite de l'Ebola, il faudrait que les efforts soient concentrés sur un certain nombre, n'est-ce pas, de combats, dont la santé de la population. Nous avons donc promis, avec nos partenaires, de créer une unité de fabrication de produits pharmaceutiques. Ces différentes audiences attestent la volonté du président de la République, professeur Alpha Condé, d'accélérer l'atteinte des objectifs du changement que le Guinéen attend aspirer. Et puis, 3 accords et 2 conventions ont été adoptés ce vendredi à l'hémicycle. Si les accords permettent à la Guinée de faire face aux préoccupations socio-économiques, une des conventions adoptées parmi les 2 concerne l'implantation d'une raffinerie de pétrole à Kamsar. La plénière est résumée par Robert Siditono. Ce sont 3 accords qui ont été votés à l'unanimité par les députés au cours de cette plénière. L'accord de don de l'Agence française de développement AFD relatif au programme sectoriel de l'éducation PSE, celui de l'Association internationale pour le développement IDA relatif au partenariat mondial pour l'éducation, ainsi que l'accord pour la relance de la construction post-Ebola de l'Association internationale pour le développement IDA, les accords qui devraient permettre au pays de relancer sa situation socio-économique après la crise sanitaire. Nous sortons de cette épidémie de virus Ebola. Ce pays a besoin vraiment de dons pour le bien-être de la population. Ces dons-là, moi je crois que la Guinée en profite.
Donc quand on parle des infrastructures scolaires, quand on parle de après post-Ebola, donc ce sont des choses qui sont à l'avantage de la Guinée. La convention d'établissement d'une raffinerie de pétrole à Tamsar dans la préfecture de Bokeh a été aussi adoptée à l'unanimité. Selon le rapport, la raffinerie aura une capacité journalière de 10 000 barils. Depuis 36 ans, nous attendons une raffinerie en Guinée. C'est sous l'ère du président Alpha Condé que nous allons enfin voir une raffinerie. Une raffinerie où la Guinée ne paye pas un seul dollar. C'est le partenaire suisse qui va investir 200 000 $ pour réaliser ce projet. Avec à la clé la création de 200 emplois permanents, de 1000 emplois à la phase de construction. Autre convention votée, celle relative au prêt entre la Banque indienne d'export-import, Exim Bank, et la République de Guinée. Et puis ce communiqué, le président de l'Assemblée nationale porte à la connaissance des autorités, des institutions constitutionnelles, des membres du gouvernement et les membres du corps diplomatique et consulaire, les officiers généraux, les responsables des structures confessionnelles, des organisations de société civile et du peuple de Guinée que conforme l'exposition de la Constitution, la clôture de la session extraordinaire consacrée à l'examen et l'adoption du budget exercice 2016 au demain 16 janvier 2016 à 12 heures précises à l'hémicycle du Parti du Peuple. Sont conviés à cette importante cérémonie Monsieur le Premier ministre chef du gouvernement, Monsieur le ministre chargé des relations avec les institutions, Mesdames les présidents des institutions constitutionnelles, Monsieur le président du Parlement des enfants, Monsieur le ministre d'État, secrétaire général de la présidence de la République, Monsieur le ministre directeur de cabinet du président de la République, Monsieur le ministre chef de cabinet de la présidence, Mesdames et Messieurs les membres du gouvernement, Monsieur le grand chancelier de l'ordre du mérite, Monsieur le médiateur de la République, Monsieur le secrétaire général du gouvernement, Monsieur le secrétaire général de la Ligue islamique, Monsieur de la BCRG, Monsieur le chef d'état-major des armées, Monsieur le haut commandement de la gendarmerie, Monsieur le haut commandant de la gendarmerie, Monsieur le directeur général de la police, Monsieur le directeur général de la douane, le directeur général des eaux et forêts, Mesdames et Messieurs les membres du corps diplomatique et consulaire, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Mesdames et Messieurs les représentants des institutions internationales, Monsieur le gouverneur de la ville de Conakry, Mesdames et Messieurs les maires des 5 communes de Conakry, l'imam de la grande mosquée Faisal, l'archevêque du diocèse de Guinée-Bissau, le président de l'église protestante, le président de l'AMEG, Mesdames et Messieurs les responsables syndicaux, les responsables des organisations de la société civile. Compte tenu de l'importance de l'événement, la présence de tous est vivement souhaitée. Conakry, le 15 janvier 2016, le président Claude Korikondiano. Forte mobilisation ce matin à la Cour suprême. Plusieurs cadres de l'administration, autres curieux, étaient venus prendre part à la cérémonie de prestation de serment de Mohamed Diarry et Maître Kori Sissou, tous deux promis à la tête de la Cour des comptes avec leurs collègues. Ces deux hauts fonctionnaires de l'État disent mesurer la nouvelle tâche qui est la leur. Le résumé de cette journée avec Habib Thiam. Maître Kori Sissou et Mohamed Diarry, ancien agent judiciaire de l'État et ancien ministre d'État à l'économie, le premier assure le commissaire général du gouvernement près la Cour des comptes et le second est président de la dite institution. De hautes fonctions destinées à la moralisation de la chose publique. Je commence par vous féliciter d'avoir été dépositaire de la confiance du premier magistrat de notre pays. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, professeur Alpha Condé, pour diriger et animer la très prestigieuse Cour des comptes. Cette ronde de la Cour des comptes s'exerce chaque année à travers des investigations périodiques ou circonstancielles, au cours desquelles les magistrats de la Cour enquêtent sur pièce et sur place. À l'issue de ces enquêtes, la Cour des comptes établit un rapport destiné aux ministres concernés qui relève les éventuelles fautes de gestion, les détournements de deniers publics ou l'absence de performance ou de transparence constatée dans un service. Le contrôle du bon emploi et de la bonne gestion des fonds publics
se concrétise également par la publication du rapport annuel de la Cour des comptes. Tradition oblige, les nouveaux promus se plient aux exigences de la Constitution. Un acte qui confirme l'immensité des défis à surmonter par la nouvelle Cour des comptes. Moi et le commissaire général du gouvernement et toute l'équipe de la Cour des comptes, nous allons mettre tout en œuvre pour répondre favorablement à la tâche à laquelle nous sommes conviés désormais. Vous savez, la Cour des comptes est une institution républicaine qui a un rôle juridique et consultatif à jouer et nous mesurons à sa juste valeur l'immensité de la tâche qui nous attend. Mais je pense que, vu la qualité et la qualification des maîtres conseillers, vu aussi l'engagement que ces maîtres conseillers ont par rapport à l'animation qu'il faut apporter à cette Cour des comptes, je suis sûr que nous allons parvenir aux résultats escomptés par le peuple de Guinée, par le chef de l'État, par les autres institutions républicaines. Il faut faire mieux, on peut faire un peu plus pour le bien du pays. Des défis énormes, comme le dit M. le Président, nous attendons à les relever. Héritière de l'ancienne chambre présidée respectivement par Bachir Touré et Ansoumane Condé, la Cour des comptes est le résultat de la réforme constitutionnelle de 2010. La nouvelle instance est forte de 10 membres nommés récemment par décret présidentiel. De l'actualité, le dialogue social va s'ouvrir bientôt. Les délégués du gouvernement viennent de rencontrer les partenaires sociaux. Sékou Kourouma et Albert Damantankama ont expliqué à la plateforme revendicative des syndicats les efforts du gouvernement dans l'amélioration des conditions de vie des populations. Déjà, la grille salariale proposée est sur la table du gouvernement Yula. On fait le point tout de suite avec Baba Kouyati. Le gouvernement syndical échange sur l'amélioration des conditions de vie des travailleurs. Une rencontre lutte du dialogue social qui va permettre ce point qui touche la vie des travailleurs. Mais avant ces assises, le ministre de la fonction publique et son homologue en charge du travail expliquent à leurs partenaires sociaux les efforts enregistrés au cours du premier quinquennat de la Troisième République. Le gouvernement s'est engagé à réviser l'actuelle grille salariale, qui rentre dans le cadre de la... C'est déjà un engagement. Et une commission a travaillé sur le dossier. Et ce dossier doit être examiné par le prochain Conseil des ministres le mardi prochain. Ça veut dire que la volonté politique, elle est là, elle est forte. Les représentants des centrales syndicales, quant à eux, ont tour à tour souligné les difficultés des travailleurs. Déjà, une plateforme revendicative vient d'être adressée. Il n'y a que 2 points qui sont à l'ordre du jour dans cette plateforme revendicative. D'abord, l'évaluation du protocole 2015 et ensuite, le deuxième point consiste les revendications de 2016. Et parmi les revendications de 2016, je sais c'est ce que vous attendez, il s'agit de la baisse du prix du carburant à la pompe. Cette visite de courtoisie des délégués du gouvernement dénote de la volonté des autorités et ses partenaires sociaux à privilégier le dialogue pour une amélioration du quotidien. À présent, page santé, promouvoir et préserver la santé des populations reste toujours une priorité des autorités. C'est en cela qu'elles multiplient les approches pour rendre effective la prise en charge médicale en toile de fond, qualifier les soins et améliorer les conditions de vie des Guinéens. Les détails avec Mahamoud Bari. Malgré les énormes efforts fournis par le chef de l'État dans l'amélioration de la santé des populations, les infrastructures sanitaires et un personnel plus ou moins qualifié exerce, des établissements modernes sont en chantier à travers le pays. Mais le souci majeur des populations demeure la prise en charge médicale et les différents diagnostics posés par certains médecins. À travers le paiement des cotisations et prestations familiales des travailleurs des entreprises publiques et pour la préservation de la sécurité des salariés, la Caisse nationale de sécurité sociale a mis en place un centre de diagnostic médical. Une unité d'imagerie qui comprend le scanner, la mammographie, et la radio numérique, l'écho-doppler cardiaque. Et puis nous avons l'unité d'analyse biomédicale et nous avons un centre dentaire. Tout le monde peut avoir accès à ce centre. Il n'y a pas de restriction possible pour dire qu'il faut telle ou telle personne. Donc ce centre peut recevoir tout le monde.
Cette façon de protéger l'ensemble des travailleurs du secteur privé et parapublic est un bel exemple d'accompagnement de la volonté du gouvernement à promouvoir la santé des populations. Vous avez travaillé à la sécurité sociale, vous avez cotisé pendant un certain nombre d'années. Quand vous êtes à vos vieux jours, la sécurité sociale pense à vous. Puisque vous avez épargné pour être pris en charge quand vous serez vieux, la caisse liquide une prestation qu'on appelle la pension de vieillesse. Et nous l'appelons aussi la pension de retraite. Cette pension, elle est égale à 60% du salaire annuel moyen des 10 dernières années. Pour aider les travailleurs salariés à faire face aux différentes charges familiales, le chef de l'État a signé un décret créant la Caisse nationale de sécurité sociale des fonctionnaires. En 2010, le président de la République avait souhaité que tous les Guinéens bénéficient d'une couverture universelle. Alors, pour le moment, nous n'avons pas les moyens à ce que tout le monde ait accès à cette couverture. Nous, au niveau de la Caisse nationale de sécurité sociale, puisque nous nous occupons que du secteur privé, qui inclut le secteur informel, nous avons décidé de soulager les populations, aussi bien ceux qui sont assurés au niveau de la Caisse que tout autre Guinéen ou tout autre citoyen ou étranger vivant en Guinée, sans chercher réellement à faire concurrence aux cliniques de la place ou aux autres laboratoires. En pratiquant le tarif homologué, nous serons amenés à faire baisser les prix au niveau de toutes ces entités. Alors, je crois que ceci serait un avantage pour tout le monde. Cette action de la Caisse nationale de sécurité sociale met à l'abri du danger les populations à faible revenu et facilite l'accès. Justement, Mahmoud Bari, la Caisse nationale, à travers sa direction générale, s'est investie aux côtés du ministère de la Communication dans la prise en charge et l'organisation des funérailles de notre collègue Maria Makouta Diallo du journal Parler, décédée il y a 8 jours dans une clinique privée à Bambeto. Un geste que l'ensemble des travailleurs de la RTG apprécient hautement. Dans l'actualité, encore ce vendredi, les bébés siamois ont eu un an 3 jours après leur naissance, donc à leur opération à l'hôpital Necker de Paris grâce à la chaîne de l'espoir suite à l'intervention de la première dame. Cette question, un an après, comment se portent ces bébés? Notre reporter Rose Pocho est allé à la rencontre de la famille à Sanoya. C'est le reportage grand format de cette édition. Hassan et Boubacar sont les premiers bébés siamois guinéens à survivre à une intervention chirurgicale. Sur la véranda de la maison familiale, leur mère n'en revient toujours pas de voir ses bébés jouer avec les autres enfants dits normaux. Elle ne peut dissimuler son bonheur. Elle veille sur ses 2 trésors plus que toute autre mère. Je me sens fière de voir mes enfants jouer aujourd'hui. Sans qu'il était comme avant, je me sens très fière avec ça. Surtout aussi la première dame, je la remercie beaucoup parce qu'elle a beaucoup fait pour moi. Je ne peux pas négliger ça. Les Siamois sont nés ici dans cette maternité de Donka le 12 janvier 2015 sans aucune intervention chirurgicale. Ils ont poussé leur premier cri dans les bras de cette sage-femme considérée par de nombreux médecins comme une héroïne. N'eût été son expertise amorcée au courage, les bébés n'auraient certainement pas ce destin. La tête du premier s'est engagée facilement. J'ai fait une traction légère pour le dégagement de l'épaule, comme d'habitude, comme la façon dont j'ai l'habitude de diriger tout accouchement. J'ai voulu faire la même sorte, mais ça n'a pas réussi. Finalement, j'ai envoyé la main pour sortir les deux mains du premier. J'ai fait une traction légère pour tirer encore. J'ai vu que ça ne va pas. Donc, je suis allée chercher les pieds. Vraiment, c'est pas facile. Comme si j'avais au moins des mannequins, je pouvais le faire. Ça allait être facile pour moi, l'explication. J'ai fait au moins 25 minutes dessus. Je n'ai pas baissé les bras, Dieu m'a guidé, j'ai eu le bon sens d'agir. Je me suis dit qu'il fallait aller jusqu'au bout. Donc les enfants là, ils ont pesé à peu près 5 kilos et quelques. Je les ai asséchés, j'ai aspiré, j'ai vu qu'ils pleuraient, ils commençaient à se retrouver un peu. Je les ai bien enveloppés et puis j'ai appelé mon chef, j'ai appelé les amis, j'ai dit venez voir ce qui s'est passé. En ce moment, les amis sont venus.
Les bébés sont opérés 4 mois plus tard à l'hôpital Necker à Paris. L'opération est réussie grâce à l'ONG La Chaîne de l'Espoir suite à l'intervention de la première dame. Dr Panzo est chef médecin à la chirurgie pédiatrie. Il fait partie des médecins qui ont suivi les 6 mois de Conakry, de l'accouchement à la chirurgie séparatiste. Un des patrons de la chaîne d'espoir qui était venu accueillir les enfants, il y en a un qui dit qu'il ne les avait jamais vus, pourtant c'est un ancien, un chirurgien du surcroît. C'est pour vous dire qu'il y en a qui font toute leur carrière sans participer à la prise en charge de jumeaux siamois. Alors ça c'est peut-être ce que moi j'en tire le plus sur le plan pratique, c'est d'avoir participé. J'avais déjà plus ou moins été impliqué, il faut l'avouer, dans le cas des siamois ailleurs, dans le cadre de ma formation, mais être impliqué, praticien et directement intéressé, c'est la première fois. Donc c'est une expérience extraordinaire sur le plan pratique, sur le plan médico-chirurgical, et surtout ça a montré une chose dont nous devons beaucoup nous inspirer ici, c'est la pluridisciplinarité. Pour Dr Panzo, ces bébés méritent une attention particulière. Le suivi, c'est un suivi de principe, notamment pour un des deux, qui avait finalement une intervention beaucoup plus complexe, parce qu'il a été opéré encore 2 fois. Lui, il a besoin d'un suivi sur le plan médical, tout simplement pour voir s'il y a des anomalies qui vont apparaître. Jusqu'à maintenant, aucune anomalie n'est apparue. En fait, ces 2 enfants se retrouvent dans la situation de nombreux enfants que nous avons pris en charge ici pour des malformations congénitales. C'est des enfants qui naissent avec des anomalies que le chirurgien doit lui-même corriger. L'opération réussie des Siamois reste un fait qui aura marqué l'esprit des populations. De nombreux spécialistes saluent la détermination des autorités. La solidarité nationale doit cependant se poursuivre pour entretenir l'ambiance de joie autour de ces enfants. Leur santé est fragile, l'alimentation encore sélective. Les ressources de la famille, elles sont limitées. Le Conseil économique et social a reçu ce jeudi l'ambassadeur d'Allemagne en Guinée, Radia Rabiatou Serradialo, et Walter Mathias ont échangé sur l'expertise allemande dans le renforcement des capacités de cette institution. Il l'ont réaffirmé au micro de Alpha Yassila. C'était ma première visite auprès du Conseil. C'était bien sûr de me présenter d'abord et de mieux connaître le travail du Conseil et de l'autre côté de l'informer le Conseil sur les activités de l'Allemagne ici en Guinée. Le Conseil économique et social est une maison de dialogue, une maison sociale, donc qui conseille le président de la République, qui conseille l'Assemblée nationale. Nous recevons des saisines et nous sommes habilités aussi à faire des autosaisines. Donc dans ce cadre, je pense que la coopération avec l'Allemagne serait une bonne chose. Comme annoncé dans les titres, à Farana, les travaux de construction de la Cité du Niger avancent pour le bonheur des populations de Sankara. Les 9 cases qui s'y trouvent sont complètement rénovées pour l'entreprise en charge du chantier. Le taux d'exécution des travaux est estimé à 90%. Moussa Bangoura nous signe ce reportage. Rétablir la Cité du Niger à Farana. C'est aussi l'un des objectifs du chef de l'État pour la population de Sankara. Cette cité, autrefois abandonnée, retrouve peu à peu son image d'antan. Quand on prend la réalisation totale, que ce soit ce qui est contractuel et ce qui ne l'est pas, on est à 90% des réalisations. Tout ce qui nous reste aujourd'hui, c'est les revêtements au niveau de la voirie. Au total, il y a 9 cases dans cette cité et les travaux sont presque finis. Chacune de ces cases comporte 2 salons, 2 vérandas et 4 douches. Notre souhait, c'est de moderniser la cité et nous remercions Dieu, le Tout-Puissant, et nous remercions Monsieur le Président de la République et nous sollicitons son aide pour que nous terminons les travaux. Donc vous pouvez constater ce qui est contractuel, c'est déjà fini. Nous sommes à 90%. Et ce qui reste, d'abord, c'est la salle de conférence qui n'est pas dans le contrat, mais qu'il faut que l'État voit en matière de financement pour que nous puissions avancer. Permettez-moi de remercier son Excellence Monsieur le Président de la République qui, grâce à son effort personnel, il a pu réaliser une telle cité à l'intérieur de la Guinée.
Les responsables de l'entreprise Max Guinée Construction promettent de tout mettre en œuvre avec le soutien de l'État pour boucler tous les travaux en 3 mois. En plus bref, les ambassadeurs de la Fédération de Russie et du Royaume d'Espagne chez la nouvelle ministre des Affaires étrangères et des Guinéens de l'étranger au cours des entretiens, les deux personnalités ont abordé avec Makali Camara des sujets d'intérêt commun pour le renforcement de l'axe de coopération entre la Guinée et ces deux États. Les détails, c'est dans nos prochaines éditions d'information. Enfin, page noire, Elhadj Ismaël Mohamed Guissens, président d'honneur du Parti démocratique de Guinée, a tiré sa révérence. L'homme faisait partir des pionniers de notre indépendance. Cet après-midi, ils étaient nombreuses ces personnes venues lui rendre un dernier hommage au Palais du Peuple. Le film de la cérémonie, c'est avec Mohamed Yampessouma. En se rappelant le réveil du PDG RDA en 1992, on se souvient forcément de Elhadj Ismaël Mohamed Guissens. Cet homme politique du continent a rendu l'âme le lundi 11 janvier de cette année à Toulouse, France, le jour de son anniversaire. Ismaël Mohamed Guissens fut l'un des militants convaincus de la cause africaine. Secrétaire général du parti PDG RDA de 1992 en 2010, puis président d'honneur du parti de 2010 à sa disparition. Mohamed Guissens était généreux et disponible pour sa nation. Sa disparition est une perte énorme pour le pays. Au nom de la famille Guissens, nous remercions le chef de l'État, le professeur Alpha Condé. Nous remercions tout le peuple guinéen. Dieu a donné et Dieu a repris. Que l'âme de Elhadj Guissens se repose en paix. Ismaël Guissens était un grand homme. C'était un homme de principe, c'était un homme de parole, c'était un homme de dignité et c'était un homme plein de sagesse. Elhadj Guissens s'est battu pour qu'il y ait le triomphe de la vérité historique. Parce que comme il le disait, un peuple qui ne connaît pas son histoire, qui ne s'abreuve pas des leçons de son passé, est un peuple qui est voué à l'échec. En rendant un dernier et ultime hommage ici au Palais du Peuple à Elhadj Mohamed Guissens, plusieurs personnes se rappellent de son attachement à la jeunesse et à la culture de son pays. Dans ma petite expérience de musicien, je dois dire qu'il a aidé et soutenu l'orchestre Kamen Sofa, dont je suis membre. Il nous a habillés, il nous a soutenus et il a fait en sorte que cet orchestre réponde aux exigences de la révolution. Décédé à l'âge de 80 ans, Elhadj Ismaël Mohamed Guissens s'en va laissant derrière lui 9 enfants, 16 petits-enfants et 2 veuves. Il sera inhumé à Dabola, sa ville natale. Papa, grand-père, dort en paix. C'est tout pour les infos. Grand a été le plaisir pour moi de vous servir encore une fois. Excellente année 2016 à toutes et à tous. À demain.